Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, Boulevard Latry, mobilisation ce samedi 3 mai des hommes de médias. Les journalistes célébraient la journée mondiale de la liberté de la presse. Ils sont exhortés à continuer d'informer le public et lutter contre les fausses informations. Cette année, les réflexions ont porté sur l'intelligence artificielle. Droit unique de sortie sur les exportations dans la cadre, les sénateurs ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance. Le ministre des Finances, Adama Coulibaly, a présenté ce texte qui vient clarifier les positions tarifaires sur ce produit important pour l'économie nationale. Aux États-Unis, la Côte d'Ivoire présente les progrès réalisés en matière de promotion du genre. La conseillère spéciale du Premier ministre renforce les partenariats stratégiques, institutionnels et académiques d'Efrazi Yaokwasi et des membres de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision en mission à Washington. À Libreville au Gabon, Brice Oligui Nguema a prêté serment ce samedi. C'était en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains et devant environ 40 000 personnes. Le général prend officiellement les commandes du pays pour un mandat de 7 ans. La 32e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce samedi, les hommes des médias ont marqué cet événement dans la commune de Cocody. Ils ont mis au cœur de cette célébration l'importance de l'intelligence artificielle dans le journalisme. Nadège Kassi, Franck Dio, Ibrahim Touré. La traditionnelle journée dédiée à la presse mobilise sur le bitume boulevard Latry à Cocody les hommes de médias autour d'un thème, cette année qui sonne comme une évidence, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet totalement d'actualité. Notre leitmotiv à nous au niveau de BNJCI, c'est de faire en sorte que l'homme, la dimension homme, la dimension humaine ne puisse pas disparaître de la pratique de notre métier. L'IA, la donne s'impose et aujourd'hui l'heure est à l'adaptation. Les journalistes doivent s'approprier l'outil. Mais ce qu'il faut, c'est de renforcer nos capacités afin que nous puissions marcher avec l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, s'impose à nous. Une certitude, l'intelligence artificielle prend forme, accentuant encore la situation précaire de l'exercice du métier, comme relevé lors de la cérémonie officielle. Il y a cependant des avancées, surtout celles liées à la professionnalisation. Selon le classement 2025 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire occupe la 64e place sur 180. On note aussi qu'aucun journaliste ou collaborateur de presse n'a été molesté, emprisonné ou tué dans notre pays. Ce progrès est le fruit à la fois d'un meilleur respect des droits humains et d'une responsabilité accrue des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Des défis subsistent, notamment d'ordre économique. Toutefois, la vision d'une presse économiquement viable commence à porter ses fruits. Une presse appelée donc à être professionnelle pour davantage de crédibilité. Cette journée a aussi été le lieu de prendre de nouveaux engagements. Un festival pour promouvoir toutes les richesses culturelles du district autonome du Denguélé. L'édition 2025 du Djeguéa Festival vient de prendre fin. C'était aussi l'occasion de présenter tout le potentiel en matière d'investissement à travers un forum d'affaires. L'invité de la page culture en parle ce soir. Nous recevons M. José Touré, représentant justement du district autonome du Denguélé. Bonsoir, José Touré. Bonsoir, Polo. Alors, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus vraiment dans le domaine culturel, notamment aux États-Unis. En Côte d'Ivoire aussi, il y a plusieurs actions culturelles qui portent votre contribution. Effectivement, je pense que la liste est longue. Oui, elle est très longue. Elle est très longue. Et d'ailleurs, l'un de ces festivals, justement, c'est le Djeguéa Festival. Et vous étiez au cœur de cette 3e édition. On aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement, juste après ce tour de l'actualité qui nous amène justement à Yamoussoukro, dans la capitale politique, au siège du Sénat. Un projet de loi qui clarifie les positions tarifaires concernant le droit unique de sortie sur les exportations dans la cadre. Les sénateurs ont approuvé la ratification de l'ordonnance que le ministre des Finances a présentée. Sorokoda. La commission des affaires économiques et financières du Sénat, présidée par Cissé Mamadou, examine le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-10
993 du 20 novembre 2024 relative au droit unique de sortie d'US sur les exportations d'Anacad. Face au sénateur, le ministre des Finances et du Budget explique les enjeux de cette ordonnance qui vise à clarifier les positions tarifaires concernant l'Anacad. Pour le ministre Adama Coulibaly, ce projet de loi permettra de mettre fin à la confusion qui règne autour de l'exploitation de cette spéculation importante pour l'économie ivoirienne. L'Anacard comporte deux produits. La noix brute qui est exportée, mais également les amandes. Et jusqu'ici, il y avait une certaine confusion, parce que quand on dit Anacard et qu'on applique le droit unique de sortie, certains douaniers appliquaient cela à la fois sur la noix brute et sur l'amande. Or, l'amande est totalement exonérée. Donc, il était important qu'une ordonnance soit prise pour clarifier cela et préciser les positions tarifaires. Et cette ordonnance précise également le taux qui est de 5%. Et à l'époque, on était à 10%, le taux est passé à 5%. On a expliqué au vénérable sénateur que le taux de transformation, à travers les mesures qui ont été prises pour accompagner la transformation, est passé de 6% en 2016 à 9% en 2019 et puis maintenant à 36% en 2024. À travers ce projet, le gouvernement encourage la transformation locale des produits primaires, car celle-ci génère une réelle valeur ajoutée. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au droit unique de sortie sur les exportations d'Anacad. Et la Côte d'Ivoire renforce aussi sa production d'électricité. Le chantier du barrage de Gribo-Popoli avance bien. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est rendu sur place. Mamadou Sangafowa Coulibaly est satisfait de l'état d'avancement. Le reportage de Sam Kona. Dans le cadre du vaste programme énergétique ivoirien, les travaux de construction du barrage de Gribo-Popoli, lancés en 2017 par le chef de l'État Alassane Ouattara, sont achevés dans le délai. Une mission conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, est à Soubré pour évaluer les travaux de l'aménagement hydroélectrique. Au nom du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui nous a instruit de venir nous assurer, après que nous l'ayons informé de la mise en eau du barrage de Gribo-Popoli. Il nous a donc instruit de venir nous assurer que tout se passe bien et de lui rendre compte à notre retour. Au cas à son tour, il informe le président de la République qui dira quand est-ce que nous pourrons officiellement mettre en service ce barrage. Après la rencontre avec tous les partenaires à la salle de conférence, Mamadou Sangafowa Coulibaly et sa délégation se sont rendus sur les installations pour constater l'opérationnalité du barrage. Le barrage de Gribo-Popoli est terminé. De ce que les équipes techniques de Côte d'Ivoire Énergie nous ont dit et de ce que nous-mêmes nous avons constaté, les machines fonctionnent convenablement. Et je dois dire au terme de cette visite que je tourne satisfait. Satisfait parce que l'ouvrage a été rendu dans les délais. Je profite pour féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire Énergie. Ensuite, je voudrais féliciter Sino Hydro. Situé en aval de celui de Soubré, le barrage de Gribo-Popoli, d'un coût de 247 milliards de francs CFA, est doté d'une puissance installée de 112 MW pour une production annuelle estimée à 580 gigawatts. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a profité de sa visite de travail pour remettre les clés du collège moderne construit par Côte d'Ivoire Énergie.
Le barrage de Gribo Popoli donc peut terminer des résultats satisfaisants sur ce chantier. C'est aussi le cas au niveau de la promotion du genre. La conseillère spéciale du Premier ministre en charge de la question présente les progrès à Washington, aux États-Unis, Efrazi Kwasi et des membres de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision mènent une série d'activités. Elle renforce les partenariats pour mettre en lumière tout le travail de la Côte d'Ivoire. Serge Coléa. La Côte d'Ivoire jouit d'une reconnaissance internationale grâce à ses progrès en matière de gouvernance et d'égalité des chances femmes-hommes, filles, garçons. Le pays occupe la tête de l'indice Institutions sociales et égalité des genres 2023 en Afrique. Le succès de toutes ces réformes juridiques et politiques est salué par l'institution de recherche sur les politiques relatives aux femmes basée à Washington. We clearly see the value in gender equity. Nous voyons clairement la valeur de l'égalité du genre et nous sommes impressionnés par le progrès énorme que la Côte d'Ivoire a accompli et être capable de partager votre progrès pour impacter le monde. Nous allons sûrement travailler ensemble. Nous avons vu que nous avons des similitudes. Nous faisons des études, des programmes pour impacter les femmes au niveau mondial. On va signer des partenariats et pouvoir avancer ensemble. À Washington, il est question de capitaliser tous ces acquis en matière de genre auprès de hautes instances de décision telles que la Banque mondiale. La directrice mondiale au niveau du genre va organiser une conférence mondiale pour qu'on puisse partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, on va voir comment la chaire UNESCO peut travailler de façon très étroite avec la direction mondiale du genre pour pouvoir impacter les projets. Les échanges se poursuivent à Atlantic Council, ce groupe de réflexion américain spécialisé dans les relations internationales s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire. Madame la ministre a discuté et partagé des points prioritaires pour le gouvernement ivoirien en ce qui concerne le genre. Et sur le leadership de Madame la ministre, le gouvernement ivoirien va continuer de regarder pour les partenaires internationaux. Le message de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision concerne également les chefs de mission diplomatique accrédités aux États-Unis. Ici, Efrazi Yao présente la Côte d'Ivoire comme le champion d'Afrique des questions de genre, un partenaire clé en Afrique de l'Ouest, prêt à apporter son expertise sur le continent. Et ici en Côte d'Ivoire, les femmes au cœur du développement dans la région de la Bagoué, un hommage rendu aux femmes du département de Boundiali. La ministre Mariatou Kone célèbre leur engagement. Elle fait don de matériel et d'équipements essentiels pour leur autonomisation. On le voit avec Ami Sissoko. Elles sont venues de tous les quartiers, de tous les villages de Boundiali, ainsi que de la sous-préfecture de Ganaoni pour prendre part à cette cérémonie d'hommage que leur rend la mairie de Boundiali. Elles, ce sont les femmes membres des différentes associations engagées activement dans le développement économique et social du département. La journée que nous célébrons aujourd'hui est donc marquée du sceau de la victoire des femmes de Boundiali sur les préjugés, sur les barrières. C'est un hommage à toutes celles qui n'ont jamais baissé les bras. Celles qui ont osé bousculer les mentalités. Depuis 2018, Boundiali connaît une transformation remarquable. Sous le leadership du maire Mariatou Kone, les infrastructures se développent pour le bien-être de la population. En tant qu'initiatrice de cet hommage, elle a également saisi l'occasion pour renforcer les capacités des femmes en leur offrant des centaines de congélateurs, des machines à coudre, des broyeuses, des motos, des glacières et des bonbonnes de gaz. Sur la femme repose le poids de l'humanité et de la société. La femme représente le don suprême de soi. L'énergie de la femme est stimulante et vivifiante. Malgré sa bonne volonté, la femme ne peut valablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de sa famille ou de la société sans un accompagnement. C'est le sens des différents projets que nous initions pour sa promotion et pour son autonomisation économique.
La cérémonie a également été l'occasion pour les femmes de Boundiali et de Ganoni d'exprimer leur profonde gratitude envers le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara pour leur action significative à la tête de l'État. Et ici dans le sud, le conseil régional des Grands Ponts est aussi à la tâche. Plusieurs réalisations notées, des travaux en cours, une rencontre du conseil régional tenue pour faire un état des lieux de ces investissements en faveur des populations. Jamar Diadji. Le collège de proximité Orbaf, le marché de l'Opou, le foyer des jeunes de Youlil, des logements d'infirmiers et de Saïfama Yassap. Voici entre autres les réalisations du conseil régional des Grands Ponts dans le département de Dabou. Des infrastructures scolaires, sanitaires et sociales qui s'inscrivent dans la vision du président du conseil régional, Emmanuel Esmelissis. Ça y va des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos populations. Les ressources sont disponibles et il faut donc travailler pour qu'on le fasse. Donc je crois que nous allons nous engager à le faire. Et nous allons aussi apporter notre grain de sel de sorte à pouvoir permettre à ce grand département d'avoir des infrastructures sociales dignes, je veux dire, de ce département. Pour amplifier ces actions dans les 3 départements, le Conseil régional des Grands Ponts a initié des concertations pour toucher du doigt les réalités de chaque département. Nous avons décidé au niveau du bureau du Conseil de délocaliser une fois sur 2 nos réunions de sorte à nous rapprocher davantage des populations. Et, la clôture du budget 2024 qui s'est bien déroulée, nous avons fait des recommandations pour mettre en place un comité de suivi de sorte que nous puissions être alertés et anticiper les problèmes pour les lever et avoir un taux de réalisation plus élevé. Pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil régional, l'heure est au bilan des investissements de 2023 à 2024. Il ressort de ce rapport que le taux d'exécution des investissements est de 423 millions de francs CFA sur une prévision de 2 milliards 203 millions de francs CFA, d'où un excédent d'1 milliard 850 millions de francs CFA. Le transport et la livraison changent avec la digitalisation. Avec un clic, en commande, un véhicule, une moto se charge de vous envoyer votre colis. C'est le réflexe pour beaucoup qui se déplacent donc moins maintenant. Une journée dédiée aux conducteurs de VTC et livreurs est organisée pour en discuter. L'association Al-Bakara ouvre les réflexions sur les enjeux et les perspectives de ce secteur. Le reportage d'Ismaël Evradeo, Jamak Diadji. Un smartphone et une connexion Internet suffisent à Regina pour se rendre à son rendez-vous. En 2 clics, elle passe la commande d'un VTC, véhicule de transport avec chauffeur. C'est une application vraiment fiable. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous restez sur place et la voiture vient vous chercher à votre domicile, même si vous êtes dehors. Aujourd'hui, avec Internet, le transport se réinvente, y compris la livraison. Guy Fer exerce le métier de livreur depuis plus de 6 ans. Conscient des risques, il parcourt la ville, casque de protection sur la tête. Les livreurs aujourd'hui sont confrontés à beaucoup de décès. Les véhicules là les chauffeurs ne sont pas prudents, ne respectent pas la vie de ceux qui sont à moto, c'est compliqué en fait. Donc il faut être beaucoup prudent sur la route, il faut porter son casque, il faut être bien habillé. Au cas où il y a une chute, au moins ça peut alléger, il faut avoir les chaussures de sécurité, tout ça. Si Guy Fer fait preuve de vigilance, le secteur du transport à l'ère du digital n'est cependant pas épargné par les accidents de la route et les actes d'incivisme. Selon les experts, la Côte d'Ivoire perd 7% de son produit intérieur brut chaque année du fait des accidents de la circulation. Face à cela, la société Al-Barak initie la journée de célébration des conducteurs de VTC et livreurs de Côte d'Ivoire. Une première édition qui ouvre le débat sur les défis de ce secteur en pleine mutation. En mars 2025, selon le Conseil national de la sécurité, c'est 1466 accidents qu'on a eus en Côte d'Ivoire. Ça représente à peu près 47 accidents par jour et nous estimons que c'est alarmant. Nous espérons au travers de cette activité-là sortir avec des recommandations concrètes pour un meilleur épanouissement du conducteur VTC et un secteur d'activité périn dont les investissements vont continuer à se poursuivre. Hormis les réflexions sur les défis, le financement, la gestion d'épargne ainsi que l'assurance maladie sont à l'ordre du jour. La journée de célébration des conducteurs de VTC et livreurs de Côte d'Ivoire est une occasion de pérenniser le secteur grâce aux recommandations issues de ces échanges.
L'université Félix Houphouët-Boigny et une ONG veulent une migration bien contrôlée. L'Observatoire de recherche universitaire sur la psychologie des migrations et l'ONG Balanfon ont lancé leurs activités. Ils vont mettre en place des mécanismes pour le suivi des migrants. Un accent sera mis sur les migrants ivoiriens qui partent vers l'Italie. Ahmed Traoré. Ayant fait le constat des risques qu'entraîne la migration des jeunes Ivoiriens sur le sol italien, l'organisation non gouvernementale Balafon et le département de psychologie de l'université Félix Houphouët-Boigny joignent leurs efforts pour apporter aide et assistance à ceux-ci. D'où le lancement des activités de l'Observatoire de recherche universitaire sur la psychologie des migrations. Pour atteindre leurs objectifs, les initiateurs de ce projet attendent apporter assistance sur le plan du bien-être mental. Nous voulons sillonner les pays de provenance de ces personnes-là pour comprendre le motif pour lequel ils partent et voir dans quelle mesure les accompagner de manière à ce qu'ils ne bradent pas la vie humaine, pour ne pas qu'ils endeuillent les familles, pour qu'ils puissent rester et s'intégrer dans leur pays d'origine. Les psychologues vont intervenir ici parce qu'ils partent et ils prennent assez de risques. La traversée du désert de la Méditerranée, ils arrivent à destination. Donc ils sont l'objet de pas mal de traumatismes. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être assistés. L'organisation non gouvernementale Balafon est née en 2006 en Italie. Elle accueille 600 migrants adultes à ce jour. Au niveau de la défense, dès ce lundi, un exercice militaire se tiendra dans plusieurs localités. Des détails avec Franck Odiou. Un exercice militaire aéroterrestre mené conjointement par les forces armées de Côte d'Ivoire et les armées françaises se déroulera du lundi 5 mai au samedi 17 mai 2025 dans les régions du Sud Komoué, de Gbeke et dans le district autonome de Yamoussoukro. Cet entraînement qui vise à éprouver l'interopérabilité des moyens globaux de protection de l'espace aérien dans une perspective interarliée enregistrera des survols tactiques pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments, tout en s'engageant à en réduire l'impact. Signé le général du corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Du pays, le ministère des Affaires étrangères a initié un atelier de formation sur l'état civil. Les responsables des services consulaires, des missions diplomatiques et postes consulaires ivoiriens de la zone Europe étaient réunis à Paris. Cette formation vise à améliorer le fonctionnement en mettant un accent particulier sur la gestion de l'état civil et la fiabilité des actes délivrés. Khalil Diomandé. La direction générale des affaires juridiques consulaires dans les locaux du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, le temps d'un séminaire de formation. Les agents diplomatiques et consulaires sont instruits sur les meilleures pratiques en matière d'état civil consulaire et sur la bonne gestion des registres d'état civil. Nous avons décidé de venir rencontrer tous les chargés des affaires consulaires de la zone Europe, aussi faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonisation dans la gestion même des registres d'état civil dans nos missions diplomatiques et consulaires. Pour les auditeurs, ce programme de renforcement de capacité est à réitérer. C'est une initiative à renouveler afin de renforcer les capacités des agents diplomatiques. Je me réjouis du choix du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris pour héberger la réunion sur l'état civil consulaire qui a permis à l'ensemble des missions ici en Europe de se retrouver au sein du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris et de travailler ensemble à l'harmonisation des actes d'état civil et de regarder aussi les actes de loi sur lesquels il faut se fonder pour faire des actes consulaires. Avec cette formation, la Direction générale des affaires juridiques et consulaires espère mettre fin aux nombreux cas d'irrégularité dans la gestion de l'état civil au niveau des missions diplomatiques. Dans l'actualité politique ce soir, la place de la Maison-Blanche à Koumassi a abrité la rentrée politique et l'installation du coordonnateur régional de l'Union des jeunes du RHDP, une cérémonie d'installation qui s'est tenue en présence du secrétaire exécutif du RHDP et plusieurs autres cadres du parti Calmedia, Yamasso. Le compte à rebours est ainsi lancé pour la présidentielle en Côte d'Ivoire et les jeunes veulent prendre toute leur part à ce processus.
Au RHDP, Kone Yaya se voit ainsi investi à la tête des jeunes de son parti dans la commune de Koumassi. Vos soldats sont prêts à attaquer le terrain politique. Nous allons aller sur le terrain pour prendre les messages de paix, de stabilité, de développement avec le président Alassane Ouattara. La seule mission que nous leur donnons, de faire en sorte que ces jeunes soient mobilisés au premier plan pour garantir la victoire au RHDP et au président de la République au soir du 25 octobre 2025. Nous avons demandé que chaque jeune du RHDP se constitue comme directeur de campagne du président Alassane Ouattara. À son tour, Cissé Ibrahima Bakongo a lancé un message fort à l'endroit de la jeunesse RHDP et de la jeunesse ivoirienne en général. Nous n'avons pas besoin de faire des dessins pour décrire ou bien pour comprendre ce que le président Alassane Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix pour notre pays. On va dire au président Alassane Ouattara, monsieur le président, il faut dormir ou bien va à tes occupations. Nous, on va t'envoyer la victoire. Un peu plus loin, le secrétaire général du RHDP a tenu à faire des précisions quant aux récentes polémiques que subit son parti depuis la sortie des partis de l'opposition. L'article 48, il dit que si tu es ivoirien, tu t'en vas prendre la nationalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire t'arrache sa nationalité. C'est Oufoué qui a dit. C'est pas Alassane, c'est Oufoué, notre père à nous tous. Les jeunes du RHDP de Koumassi ont pris l'engagement devant les cadres de leur parti de continuer à œuvrer pour la victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Au Togo, Faure Gnassingbé prête serment comme président du Conseil. Ce samedi après-midi, députés et sénateurs se réunissaient en congrès pour élire le nouveau président de la République. Il conservera l'essentiel du pouvoir exécutif. Le pays achève ainsi sa transition vers un régime parlementaire. Mama Traoré. La main droite levée devant les magistrats de la Cour constitutionnelle du Togo, Faure Gnassingbé prête serment. Nous, Faure Gnassingbé, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Ce serment l'engage dans ses nouvelles fonctions de président du Conseil des ministres du Togo, devenant ainsi le principal détenteur du pouvoir exécutif et chef suprême des armées, tandis que le président de la République assumera désormais une fonction honorifique. Cette cérémonie, tenue en présence de hautes personnalités, marque une étape majeure dans la transition institutionnelle de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis la promulgation de la Constitution de la Ve République le 6 mai 2024, le Togo a basculé dans un nouveau régime parlementaire. Faure Gnassingbé, ex-président de la République et chef de l'Union pour la République, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, s'est vu désigné plus tôt dans la matinée de ce samedi comme président du Conseil des ministres lors d'une séance plénière du Parlement, ce conformément à l'article 47 de la nouvelle loi fondamentale. Au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé a achevé ce samedi 3 mai son 4e mandat à la tête du Togo. Et entré en poste également à Libreville au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce samedi. C'était en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains et devant environ 40 000 personnes. La France était représentée à Libreville par son ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Le général prend officiellement les commandes du pays pour un mandat de 7 ans. C'est donc la fin de la transition depuis le coup d'État en août 2023. Et voici maintenant la page culture. Fadaldé signe son retour sur le marché du disque. Ta lumière, c'est le nouvel album de l'artiste ivoirien, une œuvre de 26 titres qui prône la paix, la cohésion et l'unité. On voit la présentation avec Abou Sanogo. Kone Ibrahima Kalilou à l'état civil. Fadaldé pour les besoins de la scène, de retour sur le marché discographique avec un album, le 7e de sa carrière, baptisé Ta Lumière. Œuvre de 26 titres qui s'impose comme un plaidoyer musical en faveur de la cohésion sociale et de l'unité nationale, présenté aux mélomanes. 26 titres, c'est pas évident. Et bon vent à lui, l'album n'est qu'à faire bim, 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 bim. Fadaldé, l'une des belles voix du reggae ivoirien, a offert pour l'occasion un mini-concert à ses invités
composé essentiellement d'acteurs du showbiz, des médias et de la politique. Tous ont salué la qualité artistique de l'album et des messages. Ils sont forts, c'est un album qui sensibilise, c'est un album qui est gai, c'est un album qui raffermit les liens entre les Ivoiriens, c'est un album qui fait prendre conscience. Nous avons quelques titres comme le titre « Le pays avance », qui est un titre qui retrace en fait toutes les réalisations du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour montrer aux yeux de la nation et aux yeux de tout le monde entier que la Côte d'Ivoire avance et que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Je trouve que l'album est de belle facture. Je ne suis pas surpris du tout. Continue sa voix avec des textes forts. Je pense que c'est ce qu'on demande, il fait du reggae. C'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Il ose. Et je suis fier de ce qu'il est en train de devenir. Il faut féliciter Fadaldé pour la qualité des arrangements, pour la qualité du niveau du son, et puis également pour la production de certaines belles mélodies. Couronnement de 3 années de préparation, l'album Ta Lumière a été enregistré et masterisé à Abidjan. L'artiste Fadaldé se félicitait déjà de l'accueil réservé à son œuvre. Il y a surtout Ta Lumière, qui est une prière qu'il faut écouter le matin, le soir, avant de sortir. Il y a Le pays avance, qui est factuel, qui est une réalité. Je profite de votre micro pour dire merci à son Excellence et son gouvernement qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Vous partez sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui. Quand vous prenez votre voiture, vous sentez vraiment que le pays est en chantier et que le pays avance. Après la présentation de l'album et sa sortie officielle, Fadaldé prévoit une tournée nationale de présentation de son 7e album. Le nouvel album de Fadaldé, et lui a été invité, mais était plutôt sur un autre axe dans le Nord. Monsieur José Touré, qui est l'invité de la page culture, que nous retrouvons. Rebonsoir. Oui, Fadaldé, c'est un artiste évidemment que vous connaissez. Évidemment, Fadaldé, il faut dire que ouais, c'est un artiste parmi les artistes reggae qui sont prêts à aller à l'international. Et pour moi, j'étais invité, mais j'étais de l'autre côté au Nord et je ne pouvais pas être présent. Mais je suis de cœur avec lui et j'aurai l'occasion d'écouter l'album et puis faire mon jugement à moi-même. Oui, au Nord, à Oudiné notamment pour le Djeguéa Festival, la 3e édition. Monsieur José Touré qui représente justement le district autonome du Denguélé. Qu'est-ce qui fait en fait la particularité de ce festival par rapport aux autres? Il faut dire que la particularité de ce festival, c'est que la 3e édition, nous avons essayé d'amener là-bas un peu plus haut, proche de l'international, et organiser un forum économique, un festival en même temps. Et moi, je pense que ça a été un bon résultat pour le district et pour les opérateurs économiques qui se sont déplacés à Oudiné avec nous. Alors, puisqu'on parle de danse traditionnelle, le ngoni, le fungbe, le didadi, il y en a tellement ces danses dans le Denguélé. Vous avez mis l'accent sur ces danses, peut-être parce que c'est en train de disparaître maintenant? Non, effectivement, c'est pourquoi je suis parti accompagner le ministre-gouverneur pour pouvoir essayer de détecter et non ces danses de nos terroirs qui étaient en phase de disparition, comme le didadi, le zolo de Koréani. Et non, c'est des danses traditionnelles que nous pouvons amener plus loin pour que l'Occident puisse les accepter à tourner et puis imposer, pourquoi pas, et faire connaître encore beaucoup de personnes aussi notre district, l'autre côté. Vous y voyez un rapprochement possible entre ces danses traditionnelles et la musique moderne d'aujourd'hui, notamment pour vous qui vivez aux États-Unis, un grand acteur culturel là-bas? Il faut dire que la musique traditionnelle existe. C'est la manière, il faut un peu moderniser. Et puis, il faut dire aussi que les Américains prennent aussi les sources à partir de la musique traditionnelle africaine. Beaucoup, quand on s'assoit quelque part, ils sont là en train de vaguer la télévision à la recherche des mouvements traditionnels africains pour pouvoir moderniser ça plus pour se faire de l'argent, pourquoi pas, du business quoi. Mais moi je pense que cette année, la 3e édition, le ministre gouverneur m'a fait appel
pour pouvoir booster le festival et je suis venu pour ça et j'ai pu quand même détecter pas mal de danses traditionnelles. Alors, c'est un festival de tradition, de rythme dans le Denguélé, un reportage de Nou Sangaré, Zakaria Traoré, Franck Wadio et on continue juste après. Percussion, grelo, balafon, au rythme du brou, du didadi et du yagba. Les danses traditionnelles du Denguélé sont à l'honneur au Djeguéa Festival. Un festival qui s'est distingué par la qualité de ses prestations artistiques, offrant au public un véritable voyage culturel. Nous sommes heureux d'être à Ogéné. Le spectacle est extraordinaire. Le niveau est très élevé. Nous sommes aujourd'hui très impressionnés de l'évolution du Djeguéa Festival. Alors, grâce au gouverneur et toute l'équipe, tout le Denguélé se retrouve. Outre les danses du terroir, plusieurs artistes se sont succédés sur la scène. Parmi eux, l'icône du reggae ivoirien Ismaël Isaac. À travers cet événement, le ministre-gouverneur Gaussou Touré ambitionne de faire rayonner la culture du Denguélé bien au-delà des frontières nationales. Le dernier remerciement vient à un homme, à un grand homme. J'ai nommé Alassane Ouattara. Grâce au président Alassane Ouattara, il nous a envoyé son premier ministre qui nous a passé un message profond, un message d'avenir, un message d'espoir. Et il nous a dit: je reviendrai à Ogéné parce que Ogéné sera le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire. Autre moment fort du festival, un défilé de mode. Une vitrine pour les jeunes talents venus exposer leur créativité et leur savoir-faire en matière de stylisme. Alors, Nou Sangaré nous montre justement tout ce qui s'est passé là-bas à l'occasion de ce festival. Si vous devez faire un bilan, c'était un succès selon vous? Pour moi, le bilan est positif. Et non, parce que j'ai eu quand même pas mal de coups de fil. Et puis bon, ceux qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, de la Turquie, un peu partout, sont repartis satisfaits. Et le message que je peux aussi lancer aux filles et fils du Denguélé, c'est de faire bloc autour du ministre-gouverneur, de lui faire confiance. Je pense que on est au bout on est sur la voie du développement. Et le pays, le village a besoin de tous ses filles et fils. Donc, il faut arrêter les querelles et puis aller à l'essentiel. Oui, justement, c'est ça l'objectif, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes, des fils qui sont venus de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs vous-même en tête de cette mobilisation de la diaspora. C'est ça l'objectif, en fait, du Djeguéa Festival aussi, réunir tout le monde autour de toutes ces valeurs culturelles, mais aussi économiques pour le développement. Justement, puisqu'on parle d'économie, il y a quand même une grosse richesse et les investisseurs sont venus. Est-ce qu'on peut avoir un point, surtout des engagements pour développer tout ce qu'il y a dans cette partie du pays? Oui, je pense que les investisseurs ont eu la chance de faire du B2B. Et le ministre-gouverneur a répondu à tout ce qui était nécessaire dans notre district. Et il y aura bientôt des contrats signés entre des groupes américains, des groupes européens et le district. Donc, ils ont eu la chance de visiter aussi des plantations, des centres d'élevage, tout. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialités à Ogéné qu'on peut exploiter dans le Denguélé. Dans le district, d'accord. Mais dans les images, on a surtout vu un artiste qui était en prestation, c'est Ismaël Isaac. Mais il y en a un autre qui est monté sur la scène après et qui a pris le micro, c'est Alpha Blondy, mais qui a une histoire particulière avec Ogéné. Effectivement, je crois que ce voyage qu'on a fait avec Alpha est un voyage historique pour lui. Parce que Alpha, je crois que Alpha est allé à Ogéné à l'âge de 5 ans, si je ne me trompe pas, ce que le vieux était en train d'expliquer.
Et Alpha a tout fait, même ses cycles secondaires avant de sortir. Il est resté à Odiéné. Il a eu pas mal... C'était plein d'émotions parce que lui-même a partagé ses photos sur ses réseaux et on voyait un Alpha Blondy qui retrouvait en fait cet âge d'enfance dans les rues d'Odiéné. Même la première fois pour Alpha, pour prendre un micro, c'était à Odiéné. Donc, il a eu le temps de visiter son parcours un peu à partir d'Odiéné. Je dis merci encore au ministre-gouverneur qui a eu le flair d'inviter ce grand homme de la musique reggae mondiale. Ouais. Donc déjà, l'édition 2025 s'est terminée. Se prépare le Djeguéa pour 2026, la 4e édition. Cette année, il y a eu le forum économique, et vous l'avez dit. L'année prochaine, on attend aussi peut-être d'autres innovations. Je pense qu'on va aller sur cette lancée parce que l'économie, il faut mettre l'économie au cœur du festival pour que la ville puisse se développer. Donc, je suis très heureux. Et pour moi, je suis prêt aussi à accompagner le ministre l'année prochaine pour que ça puisse être encore un boom. Un succès. Merci, monsieur José Touré, qui représentait le district autonome du Denguélé, pour faire le bilan du Djeguéa Festival 2025, la 3e édition. Disons, vive maintenant la 4e édition pour l'année prochaine, en 2026. Merci beaucoup, monsieur José Touré, d'être passé. Colo. Je vous en prie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le fardeau porté à plusieurs n'a plus de poids. Dieu le voulant, on se retrouve demain.